voudrais passer la parole à Monsieur Blanquette, parce que justement, alors le haut débit, on va y revenir, le très haut débit. Comment est-ce que vous êtes sensible à ça, parce que vous êtes l'outil du financement, pour aider justement à ce que eh bien, certains territoires français ne deviennent pas des déserts dans lesquels eh bien, il n'y a pas de service public, mais il n'y a plus non plus eh bien, de services au public assurés par des professions libérales. Bon, moi, je pense, si vous voulez, ce sujet de la densité des services au public, et souvent, on retombe un peu dans les mêmes raisonnements que ceux qu'on a entendus tout à l'heure sur notre aptitude à changer, vous savez, sur notre culture du changement qu'il y aura en France, et sur le fait que la France change. Sur le haut débit, c'est depuis les années 90 qu'un certain nombre de départements s'étaient engagés. Moi, je me souviens, j'étais dans les Ardennes à l'époque, et c'est quand même un département de 300 000 habitants, en baisse de population, et le thème central, c'était les autoroutes de l'information. Et quand à Paris, on regardait cela, on le regardait avec un peu de légèreté, sans doute qu'entre telle rue et telle rue à Paris, le regard n'était pas le même. Malgré tout, de la même façon que si ce département existe encore, par exemple, quand on le regarde dans son avantage compétitif avec la Hollande ou la Belgique, c'est le fait d'avoir de l'eau, et que les membres du Conseil général aient refusé à l'époque, hein, on leur demandait de vendre les captages d'eau. Et moi, j'étais jeune banquier, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'ils refusent ? On a tellement besoin d'infrastructures. En fait, avec un raisonnement à 40 ans, c'est eux qui avaient raison, parce que cette question de l'eau en Europe, hein, vers le nord de l'Europe, est un des vrais sujets. Et le fait d'en avoir ou de ne pas en avoir, c'est différent. Et l'accès à l'information, c'est la même chose. Donc je pense que quand on réfléchit aux infrastructures d'aujourd'hui, quelquefois, bien sûr qu'il faut du TGV, mais quand on voit dans l'ordre des priorités des infrastructures pour demain, pour créer de l'activité demain, eh bien les supports de technologie sont plus importants que le fait de rapprocher. Parce que quand on a dit que Le Mans se rapprochait de Paris, ça a surtout ramené de l'activité à Paris, ça n'a pas ramené forcément au Mans. Il faut voir dans quel sens les infrastructures déforment les implantations de population. Et ce n'est pas toujours la première idée qu'on a qui va se révéler exacte. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, une profession libérale, si elle veut lutter à armes égales dans la compétition française, mais aussi dans la compétition européenne et mondiale, elle a besoin de ces infrastructures. Tout à l'heure, je discutais avec l'un des membres de cette table ronde et qui me disait, mais moi, il y a 10 ans, j'aurais jamais imaginé que mon entreprise changerait au point où elle a changé. Pourquoi cette entreprise a changé ? Parce qu'il y a eu des ruptures technologiques, parce qu'il y a des ruptures d'environnement, et tout d'un coup, vous avez une ouverture, une transformation fondamentale du métier de la profession libérale vers une entreprise, d'abord une petite PME, puis une très grande entreprise. Mais on sait que s'il n'y avait pas eu cette évolution technologique, des choses ne seraient pas possibles. Donc, mais est-ce que vous les aidez, vous ? Nous, on les aide. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que vous accédez à leur demande de crédit ? Parce que vous savez que vous êtes très, très critiqué là-dessus. Oui, hein. En général, quand je viens des tables rondes, je dois souligner. C'est comme ça que ça se termine. Je me demandais à quel moment ça allait arriver. Bon, ça arrive maintenant. Parce que c'est un sujet capital. Donc l'évolution des Pour s'installer, on a besoin d'argent, attendez, de technique, c'est sûr, mais d'argent aussi. Laissez-moi terminer. Donc l'évolution de nos encours sur les professions libérales, c'est plus 7% cette année. Donc, et on aura fait, nous, 1,2 milliard de crédits. Donc c'est une des années les plus importantes pour nous en termes de financement. Et nous ne sommes pas en explosion de nos parts de marché, donc j'imagine que toute la profession bancaire française fait son travail. La différence, c'est que le lien que nous avons, nous, à LCL, avec les professions libérales, c'est un lien de type coopératif et associatif grâce à Interfimo. Et que nos dossiers, les dossiers qui nous sont présentés, sont d'abord analysés par des professionnels qui donnent un gage particulier, qui s'engagent. C'est une société de caution mutuelle. Et c'est pour ça que celui qui s'engage et qui est dans le monde de l'organisation des professions libérales, qui participe à la vie des professions libérales, il sécurise son projet. C'était une des questions qu'il y avait autour des créations d'entreprises qui survivent. Est-ce que nous finançons ? Oui. Est-ce que nous avons des fonds nous permettant d'aller sur les nouvelles technologies, des fonds de financement des nouvelles énergies ? Oui, ça existe. Je pense qu'après, c'est toute l'articulation. Moi, je voudrais aussi vous dire que quand vous me dites qu'il faut des fonds européens, je me souviens aussi qu'en 1995, derrière l'immeuble de la communauté européenne, il y avait un immeuble de la Bavière où il y avait 50 lobbyistes allemands qui étaient déjà présents, alors qu'à l'époque, l'ensemble des lobbyistes français, c'était moins de 10. Donc les Allemands ont une très grande tradition d'intervention
pour capter les aides. Ce n'est pas uniquement pour exister et présenter leur région, c'est aussi dans la bataille sur le financement, ce sont des gens qui sont très présents. Et donc, le lobbyisme, en France, c'est un mot qui nous fait peur parce que c'est un mot anglais, mais ce n'est pas un mot vilain, c'est le fait de pouvoir exprimer ce que l'on est à un endroit, parce que c'est à cet endroit que les décisions se prennent. C'est une autre forme d'expression d'un dialogue qui est nécessaire pour avancer dans la société d'aujourd'hui. Monsieur Blanchecotte, vous faites du lobbying un peu, là? Vous avez du mal? À Bruxelles, j'entends. Non, on n'a pas trop de mal, mais c'est vrai que les défis sont importants. En fait, un défi économique. Les Français sont moins bons que les Allemands, oui. les Pour Belges. Aller chercher, l'argent, oui, certainement. Ou alors il y a de l'argent, mais on n'a pas les moyens de construire les dossiers, ou en tout cas de le solliciter. Comment ça, on n'a pas les moyens de construire les dossiers? Ça va être le défi justement du financement, le financement d'investissement qui va être donné à la France. Je vous cite les chiffres, je ne vais pas vous abreuver de cela, mais le programme FESI européen, donc c'est 2014-2020, c'est 28 milliards d'euros. 15 milliards seront consacrés à la cohérence économique, sociale et territoriale, dont 1 milliard, je le rappelais tout à l'heure, pour soutenir les projets de coopération sociale et territoriale, et 11 milliards 4 seront dédiés au développement rural. Donc vous voyez que ces fonds-là vont être gérés dans le cadre de la loi Le Nôtre, tu rappelais Dominique tout à l'heure. La loi Nôtre. Nôtre, pardon. Voilà, c'est ça. C'est les jardins, c'est la déformation. Et donc, effectivement, la loi Nôtre, donc ça, c'est quelque chose qui va être géré par nos régions. Et il faut qu'il y ait vraiment, et c'est la question qui est posée, il faut qu'il y ait une cohérence aussi entre la politique des départements au sein des régions. Il y ait un travail commun, c'est pour ça qu'effectivement c'est important. Et d'autre part, on a un défi aussi de l'autonomie. Peut-être que les régions n'ont pas assez d'autonomie pour décider certaines choses. C'est une question politique. Après, aujourd'hui, on a consacré 1% du PIB aux régions seulement. Donc est-ce qu'ils ont une autonomie? Est-ce qu'ils peuvent se développer et avoir des initiatives? Ça, c'est des défis importants. Dernier défi aussi. Autonomie, c'est-à-dire préciser. Décision politique, peut-être dans les orientations économiques que prend une région. Ouais. Et ça, c'est important de voir aussi dans l'éducation, la formation, si on a la possibilité d'avoir des autonomies plus importantes au niveau des régions. Je pense aux universités, par exemple. Et donc ça, c'est questions qui sont des questions politiques. Peut-être que Dominique pourra apporter un complément. Il y a eu des progrès de fait là-dessus, puisque les universités, depuis la loi Pécresse, sont quand même davantage autonomes. Davantage d'autonomie. Mais il faut que ça soit en éducation avec les besoins du tissu économique. Parce que souvent, on nous fabrique, entre guillemets, peut-être des gens qui sont capables d'être employés, sauf que nos entreprises ont évolué. Et qu'on n'a peut-être pas besoin de ces salariés-là, mais d'autres salariés. Et là, il faut être en perpétuel mouvement. Et je pense que les professions libérales, aujourd'hui, ont cette capacité aujourd'hui de créativité et d'adaptation, comme le disait tout à l'heure notre collègue d'Interfimo LCL. C'est vrai que nos entreprises, et entre autres dans mon domaine de la biologie, a parfaitement évolué. Il a fallu s'adapter, se regrouper. Donc la question, souvent, qu'on a défendue au niveau libéral, c'est le maillage territorial et c'est la proximité. Comment on verra ce maillage territorial pour le conserver dans le cadre, effectivement, d'entreprises peut-être un petit peu plus grandes? Donc peut-être mutualiser nos moyens, s'associer les uns aux autres, c'est aussi un défi qui est mis aux professions libérales au travers de sociétés, d'exercices dans lesquels ils sont regroupés. Soit, comme on l'a dit dans la loi Macron, les avocats, les experts comptables, soit éventuellement au niveau des professionnels de santé. Donc tout ça, c'est des éléments extrêmement importants. En tout cas, il y aura des fonds. Il faut y aller, il faut aller les chercher, il faut construire et il faut pouvoir effectivement s'adresser aux régions et s'adresser aux départements pour pouvoir faire évoluer nos entreprises. Monsieur Koutouras, vous êtes d'accord avec ça? Très d'accord, j'étais très content d'entendre les collègues parler de lobbying. C'est le lobbying que j'enseigne à l'université, entre autres. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. La France avait pendant très longtemps négligé le domaine du lobbying. C'est un gros mot en France, le lobbying, pendant longtemps. Je sais. Quand j'enseigne dans des auditoires francophones, je suis le méchant qui est en train de parler. Libéralisme, lobbying, tout ça, c'est quand même des gros mots, vous savez. Ici. Si. Mes étudiants disent le mot corruption comme synonyme du lobbying. Et pourtant, les professions libérales font du lobbying en Europe depuis assez longtemps maintenant. Et de plus en plus, il y a des fonds qui existent pour les professions libérales, justement grâce à ces lobbying. Les professionnels libéraux doivent voir leur lendemain en Europe justement par les yeux du lobbying. Jusqu'à présent, on était très très discret et on était très très individuel. Chaque profession faisant du lobbying juste au moment où il y avait une législation qui la concernait strictement
et qui lui paraissait comme étant négative. Il faut faire du lobbying positif. Il faut par notre lobbying pousser pour des législations européennes qui vont ouvrir plus de fonds pour les professions libérales, plus d'accès à l'entrepreneuriat, plus d'accès à l'éducation vers l'entrepreneuriat et aussi vers une connexion entre le développement professionnel continu, le CPD comme on dit dans le jargon, et l'entrepreneuriat. Nous sommes en train de le faire au CEPLIS. Les différentes professions qui sont représentées au CEPLIS le font aussi individuellement et ceci doit continuer, c'est la seule voie. L'Europe donne une oreille à celui qui peut parler et qui a des arguments. Si tu te gardes dans ta place et tu attends que les autres doivent reconnaître ton importance sans que tu ouvres ta bouche, c'est raté. Maître de Lamaze. Moi, j'aime bien ce mot lobbying. Je vais parler du Mont-Saint-Michel. Alors, vous savez ce qui est arrivé récemment? Il est breton, le Mont-Saint-Michel. Oui, justement. Mais, Il est chez moi. oui, mais la Normandie sait en parler aussi, même à côté. C'est Mont-Saint-Michel, c'est 15% du désensablage pris par l'Europe, 25 millions d'euros d'Europe. Je pense qu'effectivement, il faut faire du lobbying. Pendant ces 5 années où j'étais donc au Comité économique et social européen, représenté l'UNAPL, moi j'ai fait du lobbying pour l'UNAPL et pour les professions libérales en disant nous sommes des employeurs. Or, jusqu'à présent, l'Europe ne nous reconnaissait pas comme employeurs. Nous étions dans, allez, je vais être très dur, nous étions dans le secteur des associations. Environnementales, peut-être pas, mais disons des associations, sympathiques, mais associations. Il fallait absolument qu'on fasse reconnaître notre rôle d'employeur. C'est aujourd'hui chose faite, puisque maintenant, une APL siège au Collège des employeurs à Bruxelles, au sein du Comité économique et social européen. Si on ne fait pas ce genre de démarche, on n'arrivera jamais à se faire entendre de l'Europe. L'Europe a ses raisonnements, l'Europe a sa manière de faire, qui n'est pas toujours facile, et c'est vrai. Et là, en tant que maire également d'une commune rurale qui a dû faire appel à des fonds, et je m'adresse aux professionnels libéraux, c'est vrai que la pratique des fonds européens n'est pas facile. Pour la bonne raison, c'est que, tout d'abord sur le plan pratique, c'est qu'il faut avoir entièrement fait la dépense pour être remboursé. Ce qui, M. Busseau le sait bien, ce qui pose un problème pour les collectivités locales et certainement également pour les professionnels libéraux, puisque ce n'est pas une aide avant le financement, c'est une aide après. Donc on a un problème de trésorerie et là les banquiers nous sont très utiles. Ils ne le comprennent pas toujours d'ailleurs. Ils disent écoutez, quel est votre problème? Notre problème, c'est que pour pouvoir toucher ces fonds, il faut d'abord l'avoir déboursé. Il faut justifier ensuite le remboursement et avoir obtenu de l'ensemble des collectivités locales en France, notamment, pays membres, les subventions. Donc, au fond, les fonds arrivent très tard. Donc, on a besoin de ce que nous avons ici autour de cette table, de banquiers. Nous avons besoin d'un soutien psychologique, de lobbying, et de faire du lobbying à Bruxelles. C'est un travail quotidien. Je pense que les professionnels libéraux ne manquent pas de projets. Moi, j'espère qu'on aura prochainement dans les 13 métropoles en France des maisons libérales, de profession libérale, un peu comme on a celle de Montpellier, qui est une très belle maison de profession libérale que nous avons visitée, tous et chacun. Il faudrait qu'il y en ait 13 demain matin. Et ça sera, à mon avis, un bon maillage français à l'exemple de l'Europe. Dominique Bussereau, on a parlé des métropoles qui sont capitales. Capitale au sens du développement économique et du rayonnement d'une région. Mais c'est encore une feuille supplémentaire au millefeuille, quoi. Je veux dire, on simplifie pas quand même tout ça, quoi. C'est terrible. La loi NOTRe n'a rien simplifié, en réalité. Oui. Elle a même complexifié. Alors que tout ça a été fait pour faire des économies. Oui, ça, les économies, il y en a. C'est pas, si vous voulez, le temps que l'État se réorganise, puisque l'État, c'est l'autorité de tutelle, l'État dans une région. Alors, je comprends bien le gouvernement, il veut fâcher personne, donc il dit on va mettre dans la région qui d'ailleurs va pas de soi, Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine, on va mettre des services à Metz, on va mettre des services
à Châlons-en-Champagne, on va mettre des services à Strasbourg, etc., à Nancy, parce qu'il y a rivalité historique. Bon, ce qui veut dire que le malheureux préfet de région qui va devoir coordonner l'action de l'État, il va avoir les gars dans tous les sens. Bon, donc ils vont faire ce qu'ils veulent. Hein. Bon, donc, et ça va coûter plus cher. Bon. Donc, sur le plan de l'organisation de l'État, y aura-t-il des économies? Peut-être. Fortes, non. Et quand? Pas avant 5 ans. Hein. Et il y a 3 ans de bazar assuré. Hein, je dis d'ailleurs à vous tous et à vous tous, parce que tous ceux qui travaillent avec les DREAL et qui connaissent la capacité d'empêchement des DREAL de tous les projets importants sur le terrain d'aménagement, moi j'ai la pire DREAL de France qui est à Poitiers, parce que Ségolène l'avait formée à son image. J'ai dit au préfet de Bordeaux, qui est un vieux copain, tu avais celle de Bordeaux qui était normale, maintenant tous les types de Bordeaux ils vont être à Poitiers. C'est le début des emmerdes. Hein. Bon, voilà. Et ça va être partout pareil. Hein. Donc l'État, pas d'économie et une complexification. Bon, au nom de la déconcentration, mais une complexification. Les régions, est-ce qu'elles vont faire des économies? Pas tout de suite. Parce que les présidents sortants promettent à tous leurs fonctionnaires, monsieur, vous êtes à Limoges, monsieur, vous êtes à Poitiers, monsieur, vous êtes à Bordeaux, vous allez rester chez vous. Mais si on veut faire des économies, on ne va pas laisser les services chacun dans leur coin. Donc il faut bien regrouper des gens, faire partir des gens. Donc les économies d'échelle au niveau des régions, en fonctionnement, pas avant 4-5 ans. Puisque les syndicats ont repéré l'affaire et ont dit, tiens, mais les primes sont plus importantes, donc il faut aligner les primes sur ceux qui payent le plus. Bon. Donc voilà. Alors après, il ne faut pas être quand même trop pessimiste, parce que sinon on ne m'inviterait plus. Après, il y aura en effet des capacités, je le disais tout à l'heure, à monter des projets ensemble, à porter des projets ensemble au niveau européen, ce qui était très bien expliqué à l'instant. Et là, on peut estimer qu'on aura des synergies positives. Hein, mais il faut bien voir que dans cette affaire, comme ce n'est pas une étape supérieure de décentralisation, hein, donc l'État n'a perdu aucune attribution. Alain Rousset, qui n'est pas le candidat que je soutiens, mais que je connais bien et que j'apprécie dans ma région, voulait récupérer l'emploi. Il avait raison. Hein. Mais l'État a voulu garder, vous avez accueilli tout à l'heure notre nouvelle ministre du Travail, l'État a voulu garder contrôle complet de Pôle emploi et de l'ensemble des politiques de l'emploi. Il aurait été plus normal qu'elle soit gérée au niveau régional. Donc il n'y a pas de déconcentration. Et il y a une complexification de la décentralisation. Donc c'est très compliqué. Je vais vous donner un dernier exemple qui va faire, alors il y a des avocats ici, ça va faire la joie des tribunaux administratifs, puis des cours administratifs d'appel, puis du Conseil d'État, c'est les ports. Il se trouve que moi je suis président du département de la Charente-Maritime. Avec les îles, on a 372 km de côte et une quarantaine de ports. Ports de toute nature. Grand port de l'État maritime, La Rochelle, port de plaisance, le port des Minimes à La Rochelle, qui est le plus grand port de plaisance d'Europe, puis après des tout petits ports, ostréicoles, mytilicoles, etc. Bon. Quarantaine de ports, et puis des ports de commerce moyens. La loi prévoit, la loi a fait un truc invraisemblable, la loi prévoit que tout ça part aux régions. Sauf si, avant le 1er janvier 2016, le département indique qu'il veut les garder. Bon. Donc, imaginons que le département que je préside, ce qu'il va faire, va les garder, parce que les professionnels veulent avoir un interlocuteur de proximité. Et si après, une autre collectivité demande à y participer, le préfet... Alors la loi écrit, en plus, c'est pas du tout du domaine de la loi, hein, on n'est même pas dans le domaine du règlement, du décret ou de l'arrêté, on est dans le domaine de la circulaire. Et encore, le préfet doit favoriser la création d'un syndicat mixte. C'est-à-dire que le préfet doit dire, pour le port de pêche de la Cotinière dans l'île d'Oléron, qui est le 6e de France, monsieur le département l'a gardé, mais madame la région veut arriver... parce qu'elle veut s'occuper de la pêche, elle a bien raison. La communauté d'agglomération de l'île d'Oléron veut s'en occuper, elle a bien raison. Donc je vais bâtir un syndicat mixte. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. Parce qu'ensuite, pour bâtir des projets de développement, construire une nouvelle criée, doubler les bassins du port, dans cet exemple précis, l'argent de 3 ou 4 collectivités, la dynamique portée par tout le monde, l'engagement de la région serait une bonne chose. Mais il va falloir le monter, ce syndicat mixte. Hein, et juridiquement, c'est compliqué. Il va retrouver les participations financières de chacun. Donc là, il y en a au minimum pour 1 an ou 2 ans, et même peut-être 3 si on trouve des gens qui compliquent la situation. Voilà, donc ce que je veux dire par là, c'est que pour porter nos dossiers au niveau européen, monsieur le professeur, hein, pour agir, etc., dans un premier temps, ça va plutôt ralentir.
au lieu d'accélérer. Et je le dis à tous ceux qui sont nos interlocuteurs, avec lesquels on travaille, et auxquels on confie nos chantiers, les architectes, les géomètres, enfin tous ceux avec lesquels les collectivités travaillent, tous les experts dans tous les domaines, du fait de la baisse des dotations de fonctionnement à l'ensemble des collectivités en France, du fait de l'impasse financière dans laquelle sont les départements par la montée du RSA lié au chômage. Il faut savoir qu'il y a 10 départements français au mois de décembre qui ne vont pas payer le RSA, qui n'ont pas les moyens de le payer. Donc les caisses d'allocation familiale vont faire l'avance, mais ça ne fonctionne plus. Donc on a la montée du chômage fait que le système des minima sociaux, il y a un rapport de la Cour des comptes en préparation, un autre qui vient de sortir, est complètement bloqué. Les régions ont aussi une baisse des dotations. Donc ma grande crainte, dans cette Europe où la France a une chance, c'est d'avoir de très bonnes infrastructures, haut débit, très haut débit, TGV, routes, ports, aéroports, c'est qu'on n'ait plus les moyens d'investir pendant quelques années ou qu'il y ait un ralentissement des investissements. Et ça serait faire prendre à notre économie beaucoup de retard. Et sur le terrain, un des avantages comparatifs de la France que décrivait tout à l'heure votre invité économiste, qui est la qualité de ses infrastructures, disparaîtrait. Et ça, c'est une inquiétude que j'ai à l'examen de la situation actuelle des collectivités de notre pays. Merci. M. Boschkol, vous voulez ajouter quelque chose? Non, ça rejoint les préoccupations que j'évoquais tout à l'heure. C'était au niveau surtout de la méthode et effectivement des avantages financiers qu'on peut avoir, enfin les investissements qu'on peut faire, et d'avoir une autonomie dans les décisions plus importante. On voit là encore un exemple très précis en ce qui concerne les ports, qu'on revient à une situation un petit peu plus de complexité administrative, et ce qui peut effectivement poser des problèmes. Il va falloir quand même qu'on arrive dans nos régions, dans nos métropoles, à ce que les professionnels libéraux puissent engager des projets pour accéder aux fonds européens. Et il faut vraiment qu'on active ça dans chaque métropole, de façon à ce que ces fonds-là, dans la cohérence territoriale qui veut l'être, on puisse aussi accéder aux fonds. C'est une discussion de l'atelier qu'on aura cet après-midi, c'est l'accessibilité aussi au financement européen pour les professions libérales et leur développement économique. Mais est-ce que les professions libérales savent se faire entendre auprès des collectivités territoriales, justement, suffisamment par rapport au monde de l'industrie ou par rapport à d'autres secteurs d'activité? C'est un chantier que Michel a ouvert, effectivement. C'est un chantier important dans lequel on veut avoir une représentativité. C'est aussi lié à la représentativité nationale et c'est aussi lié au fait que le secteur libéral doit être reconnu comme un acteur économique. C'est ça qui est important. Parce qu'en fait, on était des individus... il était considéré comme un acteur qui rend un service. Oui, tout à fait. Et là, il faut avoir le sentiment d'abord qu'on est des chefs d'entreprise, qu'on a du développement économique à faire, qu'il faut avoir du financement et que là, effectivement, la création d'emplois suit derrière. Et les régions sont conscientes de ça? Je ne suis pas sûr que les régions soient totalement conscientes. On a souvent été écartés d'ailleurs dans les dialogues au niveau des régions, par exemple pour la formation. Et ça, souvent, la formation était en inadéquation totale avec les besoins des entreprises. Et on l'a souligné de nombreuses fois, il faut vraiment que les formations qui s'ouvrent dans les régions puissent correspondre aussi aux besoins dont ont besoin nos entreprises. Ce sont les régions qui, maintenant, ont une partie du budget de la formation professionnelle, on est d'accord? Tout à fait. Alors, pour respecter les horaires et pour... qu'on puisse aborder le sujet suivant, la table ronde suivante, je vous propose, chacun d'entre vous, de prendre 2, 3, 4 minutes, comme on a fait au début, pour un mot de la fin, si ça vous convient. Maître de Lamaze. Oui, je pense que vous avez donné un peu la conclusion en demandant si nous étions suffisamment, nous professionnels libéraux, suffisamment intégrés dans les institutions qui sont régionales et européennes. Pensons au comité des régions, pensons à de nombreuses associations qui nous relient avec l'Europe. Je crois qu'il faut partout et chaque fois avoir un bureau à Bruxelles. Nous devons exister là-bas parce que, vous avez raison, monsieur le professeur, nous avons le besoin absolu de ce contact. Moi, ces 5 années que j'ai passées là-bas, c'est ma conclusion, puisque c'est celle que j'ai vécue, m'ont appris combien nous étions regardés d'un air distrait par les institutions européennes, parce que nous ne sommes pas en phase avec eux. Reprenons cet exemple de l'employeur, de ce qu'est le professionnel libéral, cette entreprise qui fait la force des professions libérales, qui n'était même pas encore reconnue à Bruxelles.
Donc comment voulez-vous que les subventions, que la manière de vivre les professions libérales dans le cadre des États membres puissent être reconnues sur place si nous ne sommes pas dans les mêmes raisonnements? Je pense qu'on a beaucoup à apprendre, à participer à ces réunions bruxelloises, à ces comités des régions, à regarder ces travaux et à faire valoir l'intérêt des professionnels libéraux en tant qu'entrepreneurs, véritable soutien de l'emploi en France. Merci. Monsieur Coutoubras. Je souhaiterais terminer sur une note un petit peu plus optimiste. Mais vous savez que c'est le thème de la journée aussi. Hein. Il est vrai que le programme Horizon 2020 donne des opportunités pour des programmes européens qui n'existaient pas avant. Alors, attendez, pardonnez-moi. Horizon 2020, Horizon 2020. 2020, oui. Donc l'Horizon 2020, c'est un nouveau concept, on va dire, dans les financements communautaires. Et dans ce cadre, on a un financement communautaire beaucoup plus généreux et qui demande beaucoup moins d'efforts de la part du preneur du programme. La Commission européenne met l'accent sur les synergies et les professionnels libéraux, par le biais de leur représentation, peuvent créer des synergies avec leurs régions, avec interrégionales, interétatiques, intereuropéennes, etc., et peuvent créer quelque chose. Souvent, par exemple, une idée, un centre d'excellence qui pourrait être créé, disons, dans une de vos nouvelles métropoles, peut apporter du bien et pour la métropole et pour les professionnels. Il faut être toujours inventif. Il faut voir, parce que d'habitude, les appels à projets sont très généraux. Il faut regarder et essayer de trouver qu'est-ce qu'on peut faire à plusieurs. Comment on peut faire plusieurs à gagner. Et je pense que l'opportunité est là, l'argent est là. On veut relancer l'Europe. La Commission européenne a un budget pour relancer l'Europe. Il faut être preneur. Merci beaucoup. Monsieur Nanquette. Bien, moi, simplement, ce que je voudrais dire, c'est que par rapport à ce qu'on a entendu depuis le début de cette matinée, pour les professions libérales, d'entendre que la société française est prête à entendre que nous n'attendons plus tout de l'État, c'est d'abord une chance pour tous ceux qui sont des entrepreneurs individuels et qui ont fait de la conviction que c'est l'acquisition de compétences intellectuelles qui nous permet d'avoir de la valeur ajoutée dans la société d'aujourd'hui. Et quelle est la meilleure expression que cette valorisation de la compétence que le métier de profession libérale? Parce que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le métier de profession libérale, il a profondément changé par les activités que vous portez. Et je pense que ce congrès, c'est aussi l'occasion de parler de toutes les professions libérales et notamment de toutes celles qui tournent autour du numérique, autour du consultant, c'est-à-dire l'économie d'aujourd'hui, parce que souvent, pour l'homme public, il revient à ce qu'est la profession libérale de santé, la profession juridique. Il ne voit pas que le développement, il s'est fait ailleurs. Et enfin, quand on me parle des régions, j'ai eu la chance un jour, en me déplaçant dans votre région, de découvrir que c'est la perte des lanceurs, enfin c'est la perte de l'astronautique pour une partie de la région de Bordeaux qui a déclenché chez les ingénieurs de cette région l'envie de créer leurs propres entreprises. Et c'est ça qui va créer un maillage de PME dans toute la région du sud, de très petites entreprises, puis de PME dans le sud-ouest. Et ces PME, elles vont servir dans deux domaines, des domaines technologiques proches de l'armement, mais en même temps dans le tri des raisins pour faire les plus grands crus dans les plus grands châteaux. Et je trouve que c'est vraiment un message d'espoir que de voir que la déconstruction de l'économie qui se passe aujourd'hui, et même dans la relation au travail, permet une autre construction, c'est la prise d'initiative individuelle, pourvu qu'ils trouvent les financements. Et dans ce cadre, l'engagement que nous prenons au titre d'Interfimo et de LCL, c'est d'être à vos côtés dans ce grand mouvement de transformation pour être créateur d'emplois, parce que l'essentiel pour que la société française tienne dans les années à venir, c'est que l'inversion de la création d'emplois, qu'on revienne vers une création d'emplois plus importante, sinon les difficultés de la société française seront énormes. Merci, Monsieur Blanchecotte.
Et on est là aujourd'hui, c'est pour croire dans l'avenir et pour rejoindre notre jeune économiste, effectivement, c'est vraiment cette révolution. Alors peut-être qu'en étant au plus creux de la vague, on peut l'avoir, et la révolution de demain, c'est la révolution numérique. Je pense que tous nos métiers, d'ailleurs, qui composent, devront être créatifs, inventifs, non seulement pour se l'approprier et effectivement être attentifs à toutes ces jeunes créateurs qui vont créer effectivement de nouveaux produits ou de nouveaux services, mais ensuite de pouvoir aussi faire la mutation de nos salariés, parce qu'il ne faut pas oublier que des gens qui sont formés à une tâche pendant 20 ans et qui d'un seul coup doivent changer parce que l'entreprise absorbe de nouvelles technologies, c'est une vraie mutation profonde, et il faut que les chefs d'entreprise que nous sommes puissent aussi accompagner les salariés dans cette mutation. C'est très, très, très important pour les années à venir. Merci. Dominique Bussereau, le mot de la fin. Pas de mot de la fin, d'abord en saluant Il n'y a pas de fin. voilà, il n'y a pas de fin. Je salue ma collègue Nora Béra qui nous a rejoints. Un message politique évident, hein, la société française, le développement économique de notre pays, la croissance de demain, construction de l'Europe, tout ça ne peut pas se faire sans les professions libérales. Elles sont au cœur des défis et au cœur de la montée des projets et des services à la population. Donc, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas d'inquiétude pour l'avenir pour les professions libérales françaises et européennes dans les besoins de la société. Et deux, c'est un message que j'adressais tout à l'heure respectueusement au président Chassang, c'est que les professions libérales sur le terrain intègrent cette nouvelle organisation territoriale dont j'ai essayé de vous décrire les avantages et les inconvénients, les complexités et les projets, pour que nous puissions bâtir la nouvelle organisation territoriale avec elle, en particulier dans les départements, ces schémas d'accessibilité aux services au public, dans les régions, les nouvelles cartes d'organisation de l'économie. Voilà, c'est que nous puissions profiter. On travaille déjà naturellement au quotidien avec les professions libérales, mais que l'UNAPL soit notre interlocuteur pour nous aider à bâtir tous ces nouveaux schémas. C'est compliqué, j'espère ne pas avoir été trop pessimiste sur la description de cette nouvelle France des territoires. Ça dépendra aussi beaucoup des hommes, et je crois beaucoup plus qu'aux étiquettes politiques des élus, à la capacité des hommes et des femmes de travailler ensemble sur le terrain pour essayer d'améliorer notre quotidien. Merci de votre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous.